Bonjour Dr Foucault, vous présentez la cosmétologie médicale comme une discipline à part entière. Selon vous, qu'est-ce qui a favorisé sa reconnaissance en médecine esthétique? Bonjour à tous. C'est vrai que la cosmétologie médicale, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans nos pratiques. Je pense que cet essor, il est dû à deux leviers principaux. D'une part, des actifs et des formulations de plus en plus pointues, avec une vraie science derrière et des laboratoires qui s'appuient de plus en plus sur les travaux scientifiques et les preuves qu'on peut avoir, ce qui rend des produits encore plus qualitatifs qu'il y a quelques années. Et d'autre part, le deuxième point, c'est aussi une demande croissante des patients qui de plus en plus sont intéressés par la qualité de peau. Et donc finalement, la cosmétologie n'est plus finalement juste du confort. Je pense qu'elle s'intègre complètement dans la pratique de la médecine esthétique et c'est même finalement la prolongation naturelle de beaucoup d'actes de médecine esthétique. À mon sens, à l'heure actuelle, il est très difficile de faire partir un patient sans un conseil cosmétologique de la consultation. Vous évoquez la quête d'une amélioration globale de la peau plutôt qu'un simple traitement du vieillissement. À quoi attribuez-vous cette évolution des attentes? Bien, les patients, de plus en plus, ne vont pas chercher à finalement gommer une ride, gommer un petit défaut isolé du visage. Ils vont s'intéresser vraiment à leur qualité de peau, l'ensemble des petits défauts et des améliorations qu'on peut y apporter. Et c'est dans cette optique-là que on va proposer des solutions qui intègrent l'ensemble des paramètres cutanés, l'ensemble des paramètres de volumétrie. Donc finalement, les plans de traitement vont s'articuler autour parfois des injections, mais aussi d'actes de cosmétique ou d'actes au cabinet qui combinent cosmétique et médecine esthétique. La rosacée touche près de 10% des adultes en médecine esthétique. Pourquoi illustre-t-elle si bien la complexité des troubles cutanés chroniques? Bien, la rosacée, effectivement, c'est une pathologie chronique. Elle est à la frontière de plein de domaines, à la fois le microbiote, le déséquilibre cutané, l'immunologie, la vascularisation cutanée, l'exposome, plus communément appelé l'environnement, qui va avoir son impact sur notre mode de vie et sur la qualité de peau également. Et finalement, ça reste une pathologie très stigmatisante, et donc la frontière entre tout ça constitue le vrai puzzle de ce qu'est la dermatologie et la médecine esthétique, c'est-à-dire cette approche globale du patient avec l'ensemble des paramètres, la cosméto, la micronutrition, qui vont être des éléments essentiels dans la prise en charge de la rosacée. En quoi une approche cosmétologique intégrative se distingue-t-elle d'une simple prescription médicamenteuse? Eh bien, je pense que quand on prend en charge une pathologie aussi complexe et aussi multifactorielle que la rosacée, on ne soigne pas et on ne guérit pas une pathologie avec une ordonnance seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rosacée, ça va passer par l'éducation du patient, la compréhension de la maladie par le patient, la prescription d'une routine qui va être également comprise par le patient, et donc finalement, c'est seulement avec cette approche globale que l'on va pouvoir proposer au patient des résultats durables également, puisque au-delà d'un traitement médicamenteux qui parfois aide beaucoup le patient, on ne les prescrit pas non plus à vie, ces médicaments sur ordonnance ou ces traitements, et ça peut être très intéressant d'arriver à équilibrer les choses par des approches qu'on peut conserver durablement et sur le long terme. Quels sont, selon vous, les écueils les plus fréquents rencontrés par les patients dans leur routine? Bien écoute, dans la rosacée, beaucoup d'erreurs surviennent surtout sur des produits qui vont être trop irritants pour la peau. C'est très fréquent d'utiliser des nettoyants, des exfoliants, parce que voilà, les gens voient sur Instagram ou sur d'autres médias qu'il faut nettoyer la peau, et ils ont l'impression de purifier leur peau en nettoyant correctement, en se disant: «J'ai un problème, je vais correctement nettoyer ma peau». Eh bien, c'est là souvent la plus grosse erreur, puisque finalement, dans cette pathologie, tous ces produits sont plutôt à ne pas recommander. Ils vont être très irritants, agressifs pour la barrière cutanée, et on sait que ce sont des cadres où il faut extrêmement préserver la barrière cutanée, la réparer, et donc c'est en général la première chose. La deuxième, c'est que les protections solaires sont souvent pas très adaptées. On a tendance à effectivement proposer des protections plutôt minérales que organiques. J'aime pas le terme chimique pour la protection solaire, je pense qu'il faut le bannir aussi parce que réellement ça fait plus peur qu'autre chose, mais ces protections minérales ont pas toujours des super galéniques. Pour les patients, c'est pas toujours idéal, mais on sait que ça sera nettement moins irritant que les filtres organiques qui pénètrent dans la peau et qui, selon les peaux, peuvent être un petit peu plus irritants. Vous parlez de l'usage des crèmes teintées contre les rougeurs. L'aspect physiologique, notamment l'image de soi, est-il encore négligé?
Écoute, je pense, oui, énormément. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans l'approche que j'ai de mes patients, souvent, le diagnostic se fonde aussi sur l'écoute et sur ce que va dire le patient, ce qu'il y a à entendre entre les mots pour le patient. Et dans des pathologies, stigmatisantes comme la rosacée, où, l'impact social est fort, les patients, finalement, viennent certes avec une demande cosmétique, d'amélioration de la qualité de peau, mais ils viennent aussi surtout pour une demande parce qu'il y a une réelle profonde blessure par rapport à la pathologie et l'impact que les gens peuvent recevoir quand ils sont en société. Donc finalement, ces crèmes avec certains pigments verts, assez intéressantes, on les connaît depuis longtemps en médecine esthétique, puisque même en post-acte, le vert neutralise le rouge, ce qui atténue légèrement les rougeurs, et finalement, on peut avoir des patients qui, en plus de la routine, vont avoir, sans avoir à se maquiller, puisqu'encore une fois, le maquillage peut également être quelque chose d'assez irritant de par les compositions et les formulations, avoir une peau avec des rougeurs moins marquées dans l'attente de l'efficacité des traitements que l'on propose aux patients dans ces indications. Face au risque d'intolérance dans la rosacée, comment conciliez-vous rigueur scientifique et pragmatisme clinique pour individualiser vos prescriptions? C'est sûr que, toujours je pars des fondamentaux, c'est-à-dire les bases scientifiques, qu'est-ce qui marche réellement dans l'indication? Quelles sont les données de la littérature? Quelles sont les données de sécurité qui existent pour construire la routine de mon patient? Après, forcément, chaque peau est unique, chaque être humain est unique et donc dans cette indication-là, évidemment, j'observe pour mon patient. Quand je construis une routine cosmétique, souvent je revois les patients à un intervalle bien précis pour ajuster, adapter la tolérance. Je précise toujours à mes patients, attention, on ne doit pas avoir une peau qui est plus irritée, des sensations de tiraillement, etc., qui sont potentiellement des effets indésirables et des signes précurseurs de déséquilibre de la barrière cutanée. Et donc il y a un vrai suivi des ajustements qui se font de façon personnalisée en fonction des patients et justement des réactions qu'il peut y avoir. De manière générale, les routines sont faites, elles sont plutôt bien tolérées, mais dans certains cas, effectivement, il faut réajuster parce que certains produits ne sont pas tolérés. Des patients se découvrent parfois des intolérances à certains actifs, donc évidemment, tout s'ajuste et au maximum, on essaye justement de toujours coller à ce qui existe dans la science et ce qui a été prouvé dans les articles. Après un traitement médicamenteux comme le métronidazole ou l'ivermectine, quel avenir voyez-vous à la complémentarité entre molécules et cosmétiques? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est des traitements, notamment médicamenteux, on ne peut pas toujours les prescrire sur le très long terme et c'est là où finalement la complémentarité avec la cosmétologie et une vraie routine cosmétique est intéressant. Que ça soit dans l'acné, dans la rosacée qu'on évoque aujourd'hui, il y a des traitements médicamenteux sur ordonnance qui peuvent être prescrits que par les médecins, qui sont très efficaces et qui donnent de très beaux résultats. Ceci étant, ça reste dans la plupart des cas des antibiotiques, donc évidemment avec, sur le très long terme pour la peau, des conséquences qui ne sont pas toujours à souhaiter. Et avec la cosmétologie, finalement, on peut très bien prendre le relais de ces prescriptions et traiter seulement les poussées, parce qu'effectivement, ce sont des maladies qui ne sont pas constantes dans le temps, hein, que ça soit la rosacée, l'acné, le mélasma, c'est des maladies qui évoluent souvent avec des poussées, c'est-à-dire qu'il y a des périodes d'accalmie, puis des périodes où la maladie explose un petit peu, il y a beaucoup plus de lésions, beaucoup plus de gènes, et donc dans ces cas-là, le traitement sur ordonnance médicamenteux a vraiment tout son sens, puisqu'il va vraiment contrôler la problématique. En revanche, dès que c'est contrôlé, ça peut être très intéressant de diminuer l'exposition à ces traitements médicamenteux, puis prendre le relais avec une routine bien construite, puisque finalement, dans des pathologies peu sévères, je m'accorde parfois à ne pas mettre de traitement antibiotique et à essayer en premier lieu de contrôler uniquement avec la cosmétologie. Et dans de majorité des cas, ça marche très bien. Dans votre article, vous citez le zinc, les oméga 3 et la vitamine D. Quels apports nutritionnels vous semblent les plus prometteurs pour la rosacée? Il faut comprendre, comme on le disait tout à l'heure, que la rosacée, c'est vraiment une pathologie qui est multifactorielle. On sait qu'aujourd'hui, dans la rosacée, il peut y avoir des dysbioses intestinales, des déséquilibres du microbiote, qu'il y a justement des supplémentations qui vont
aider à l'amélioration de la qualité de peau, puisque finalement il y a à la fois ce qu'on traite par l'extérieur, mais il faut aussi comprendre que l'intérieur, la supplémentation dans certains actifs comme tu as cité vitamine D, oméga 3, vont permettre dans de nombreux cas de réduire l'inflammation ou de mieux la contrôler. Et on sait aussi qu'il y a un axe, hein, intestin-peau, ça a été montré dans la littérature, et c'est aussi sur ce point-là qu'on a tendance à vouloir agir par cette approche micronutritionnelle, ce qui permet aux patients d'avoir finalement une approche globale, à la fois cosmétique, micronutrition, et on peut aussi parfois ajouter d'autres éléments, mais en tout cas pour rester dans la question, ça reste une approche assez intéressante. L'efficacité d'une routine cosmétologique se voit sur 10 à 12 semaines. Comment gardez-vous les patients motivés pendant tout ce temps? C'est une excellente question. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour les patients parce que surtout dans notre domaine, les patients sont dans la spontanéité, ils veulent quelque chose tout de suite et je pense que c'est important de rappeler que dans bien des domaines en médecine, l'instantanéité est souvent rare. Il y a des domaines comme, la chirurgie où parfois il y a des effets assez immédiats, mais sur la qualité de peau, ça reste une approche assez difficile et donc il y a plusieurs choses. J'essaye de fixer des objectifs, concrets et réels aux patients. C'est-à-dire qu'il y a cette consultation, de suivi où on fait une première échéance, donc ce qui permet de maintenir les patients, d'ajuster parfois les routines, d'avoir leur ressenti, de changer quelques éléments, que ça soit dans la routine cosméto, dans la routine de micronutrition en fonction de la tolérance. Et puis, je leur explique souvent que, bah, leur pathologie, parce c'est en réalité une problématique de peau reste une pathologie, est quelque chose qui va se gérer dans le temps, qui peut parfois réévoluer. Je prendrai l'exemple du mélasma qui est parfois plus concret avec des patients qui, quasiment tous les étés, vont souvent être à nouveau embêtés par des taches qui réapparaissent, et cetera. Mais quand on arrive à faire entendre aux patients que ça reste quelque chose qui va, dans la plupart des cas, rester chronique, sauf quand on arrivera à tout contrôler, tous les aspects de la pathologie, eh bien, ils comprennent que ça va pas être on-off en quelques jours. Et de manière générale, je ne sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou si c'est les patients qui vraiment comprennent le message, mais j'ai pas trop de non-observance ou de patients qui justement arrêtent la routine et ils vont vraiment aller jusqu'au bout parce que finalement 3 mois, c'est pas si long que ça non plus. Ils comprennent bien qu'il y aura des résultats et c'est vrai que maintenant avec l'expérience, j'arrive aussi à montrer quelques avant-après aux patients, d'autres patients qui avaient les mêmes problématiques et qui ont obtenu des résultats qui, eux, jugent satisfaisants. Et c'est vrai que ça les encourage aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je ne poste jamais d'avant-après pour des raisons réglementaires en France, mais c'est vrai qu'en consultation, ça peut être très utile pour les patients parce qu'ils ont vraiment une vision de quoi on part et de où on arrive. Et ça les aide beaucoup justement à être très observants. Et sur ça, c'est parfait. Comment intégrez-vous aujourd'hui laser, IPL et photobiomodulation dans une stratégie globale et durable de la rosacée? Alors ces technologies, elles sont souvent très complémentaires finalement des actes de cosmétique ou des routines cosmétiques. Je sais que dans l'approche que j'ai au cabinet, je préfère justement, pour rebondir aussi sur la question précédente, toujours proposer une routine cosmétique, mesurer les débuts d'efficacité et à partir de ce moment-là, accompagner les patients vers des actes de médecine esthétique, que ça soit laser, IPL, photobiomodulation, qui ont un vrai apport. Il y a des données scientifiques très sérieuses aussi qui encadrent l'utilisation de ces technologies dans la rosacée, et donc il y a une vraie complémentarité qui peut s'y associer. L'efficacité chez certains patients n'est pas toujours au rendez-vous. Je pense qu'il faut aussi justement bien poser les indications, pas faire de promesses complètement illusoires, surtout si déjà avec la routine cosmétique, nous n'avons pas réussi à équilibrer les choses. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, c'est un tout, un global. Proposer simplement du laser sans routine de cosmétique ou sans finalement un accompagnement personnalisé et global en plus aux patients, c'est à mon avis un non-sens à l'heure actuelle puisque le patient ne vient pas pour un one shot et plus de rougeur pendant quelques mois, il vient pour essayer de ne plus avoir de rougeur et ou disons de problématiques liées à ces désordres cutanés sur le long terme. Et donc c'est dans ce cadre-là que peuvent s'intégrer certaines technologies de médecine esthétique. Qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé l'essor et la reconnaissance de la cosmétologie médicale
en médecine esthétique? Bien, c'est vrai que la cosmétologie médicale a pris, toute autre envergure depuis, quelques années. Je pense qu'il y a vraiment 2 aspects, qui l'ont fait changer, qui lui ont fait prendre une position importante. C'est, d'une part, une science toujours, plus pointue, beaucoup plus d'études scientifiques aussi sur la cosmétologie et derrière, pour les laboratoires sérieux, finalement, des formulations beaucoup plus poussées, beaucoup plus raisonnées, avec des produits finis extrêmement plus qualitatifs qu'il y a encore quelques années. Je ne serai pas forcément de marque aujourd'hui, mais, j'ai récemment participé à un travail avec une marque et j'étais assez surpris finalement de la qualité des formulations par rapport aux actifs qui étaient présentés. Et je suis très sensible aux formules d'ingrédients habituellement et finalement pour des ingrédients assez simples et des belles formulations à travail derrière, on arrive à des très très beaux résultats chez les patients. Et le deuxième aspect, il est que beaucoup de patients maintenant ne sont plus dans ces demandes assez extravagantes qu'on a eues quelques années auparavant. Fort heureusement, je n'exerçais pas à ce moment-là encore et j'en suis bien content. Maintenant, les patients ont des demandes beaucoup plus raisonnées et surtout une approche très importante sur la qualité de peau, avec des demandes, voilà, d'une peau qui, respire, finalement une certaine jeunesse, avec le fait de gommer certains défauts qui devient une préoccupation majeure et c'est finalement ces 2 axes-là qui, je crois, ont vraiment donné une place à la cosmétologie dans la médecine esthétique et c'est, à mon sens, aujourd'hui, quelque chose de fondamental et qui devrait s'intégrer dans toutes les pratiques de médecine esthétique puisque c'est le prolongement naturel de la plupart des soins qu'on peut réaliser, au cabinet. Comment expliquez-vous que les patients cherchent désormais une amélioration globale de la peau, au-delà du simple traitement du vieillissement? Ce changement, il est intervenu parce que les patients ne cherchent plus seulement à gommer une petite ride, à rajouter un volume sur le visage dans une zone qui les gêne et je pense que les patients sont de plus en plus attentifs à avoir une peau saine. Si je peux me permettre, je citerai mon mentor qui disait: «Il est toujours préférable d'avoir une très belle peau et quelques rides, plutôt que pas de rides du tout, soi-disant figées, et une peau avec plein de défauts, des taches, des rougeurs, de l'acné ou d'autres lésions et je crois que c'est une phrase qui a lourd de sens. Lui, c'était déjà sa doctrine il y a 40 ans, mais honnêtement, ça devrait être notre doctrine à tous à l'heure actuelle. Les patients justement sont à la recherche, d'une peau, plus uniforme, plus lumineuse, j'aime pas trop le terme jeunesse, mais malgré tout qui va du coup paraître un peu plus jeune, et qui finalement dans l'image qui se renvoie à eux-mêmes, une peau de qualité, c'est une peau saine et ça renvoie aussi sur le plan social, sur le plan psychologique, une image plus positive et je crois que c'est ça qui les aide beaucoup, au quotidien. L'an dernier, Héritage a présenté des innovations en dermatologie esthétique. Quel thème ou auteur vous a le plus marqué? Moi j'ai énormément apprécié le magazine Héritage qui donne la place, à des experts de façon non conventionnelle par rapport à tout ce qu'on connaît. C'est aujourd'hui, quelque chose d'assez unique. J'ai énormément apprécié l'article sur, le fondateur d'Olivier Clerc, que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de découvrir la marque, de comprendre qui l'a créée, d'où, se sont inspirées les racines de cette marque, qui est une marque qui, prône énormément d'actifs végétaux, qui, soyons honnêtes, dans ma pratique, n'est peut-être pas, quelque chose sur lequel j'ai énormément poussé la réflexion et c'est finalement grâce à Héritage que, j'ai pu finalement faire le pas d'aller découvrir, le fondateur de cette marque et justement de pouvoir, échanger de façon très scientifique avec un niveau qui était, vraiment au rendez-vous et donc Héritage m'a permis finalement de faire un pont entre, une marque, la science et la médecine esthétique et cosmétologie de manière générale et pour moi, ça a été un vrai apport de pouvoir avoir cette lecture. Selon vous, quelle est l'importance pour un média spécialisé comme Héritage de créer un espace d'échange et de réflexion entre les différentes spécialités? Parce que ce qui est très important, je pense, pour, Magazine Héritage, c'est justement de pouvoir créer, un endroit de réflexion pour, les praticiens de diverses spécialités, de différentes expertises, de les réunir au sein d'un même magazine et d'apporter finalement de la forte valeur ajoutée, quelque chose qui est applicable tout de suite, avec des choses concrètes, pour le praticien et un endroit aussi de bienveillance où tout simplement le praticien partage son expérience, ses réussites cliniques, ses échecs, il peut y en avoir et justement, finalement, derrière des confrères qui vont pouvoir, se nourrir de cette réflexion et de ce partage, profond qui a été fait de connaissances. Qu'avez-vous trouvé séduisant dans le nouveau format de la deuxième édition d'Héritage? Et pourquoi avez-vous choisi
de vous exprimer via ce média? Eh bien, la première chose, qui m'a fait accepter, c'est d'avoir la crédibilité, Julien, parce que voilà, je connais aussi le travail que tu fais. Pour moi, je fais très attention, comment je communique, parce que bon, en France, c'est un vrai sujet et puis, je pense que même en médecine, par rapport à ce qu'on va renvoyer aux patients, c'est extrêmement important d'avoir une communication très cadrée. Aujourd'hui, le magazine m'a également séduit parce que, finalement, c'est un très beau magazine, il est très réfléchi, que ce soit dans le design, du papier, le petit ruban qui est quand même très mignon et je quelques offs sur l'installation du ruban qui sont intéressants également. Je pense aussi que c'est surtout pour les praticiens vraiment un magazine qui va permettre de se mettre à jour, de se tenir informé des différentes innovations, de l'expertise et pour les praticiens et de l'autre côté, pour des potentiels patients qui liraient le magazine, si, finalement, certains le laissent en salle d'attente, c'est aussi finalement une porte d'entrée vers, une expertise et un savoir-faire de très haut niveau. Là où aujourd'hui, quand on regarde, de nombreux médias, sociaux, y compris les réseaux sociaux, il y a une pauvreté, qui s'installe et je pense que c'est important justement via des supports, digitaux comme, aujourd'hui ou papier, parce que c'est encore, je pense une source, de lecture très importante de pouvoir avoir, du contenu extrêmement qualitatif.